Bonsoir et bienvenue aux Ateliers Médicis pour ce premier grand entretien qui va être animé par Naoufel Mohamed ce soir, demain et après-demain. Oui, c'est ça, trois fois. Donc chaque soir de cette semaine consacrée au futur lieu des Ateliers Médicis. On est très heureux que ce premier entretien ait lieu aujourd'hui avec Alice Diop, qui nous retrouve en visio. Et j'annonce peut-être pour les jours prochains, on aura le plaisir de recevoir Benedetta Tagliabue, qui est l'architecte qui fabriquera la future gare du Grand Paris Express à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, et Michel Busseau, géographe, jeudi. Voilà, et puis Naoufel, je te laisse la parole à présent. Bonsoir Alice. Bonsoir, Naoufel. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes originaire du 93, donc vous y avez habité, vous y avez grandi. Et si je ne me trompe pas, vous y êtes toujours dans le 93. Tout à fait. Noisy-le-Sec. Voilà, auquel vous avez consacré voilà, de nombreux documentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi consiste le travail d'une cinéaste engagée? Alors, je sais, enfin, moi, je pourrais formuler une définition qui soit propre à ce à quoi j'estime que mon engagement ressemble. Et c'est quelque chose, je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans, que je me formule maintenant, mais que je ne me formulais peut-être pas de la même manière il y a 20 ans. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est quelque part la même chose enfin, c'est les mêmes raisons qui m'ont poussé à faire du cinéma il y a 20 ans, qui me poussent à continuer à en faire aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a sans doute trait au fait, quoi que j'en dise, et même si parfois je m'en défends, ça a trait justement au fait d'avoir grandi en banlieue et d'avoir été souvent confrontée en fait à un déficit de représentation, à une absence de regard dans les films que je pouvais voir, que ce soit des films de cinéma, que ce soit des films documentaires ou que ce soit dans la manière dont on était représenté et discuté et parlé par des gens qui n'habitaient pas dans les lieux où on a vécu, où on vivait, et voilà, j'ai toujours souffert en fait de la manière dont la banlieue, dont les miens, dont les gens avec qui je vivais, dont les gens avec qui je vis étaient représentés dans les médias, au cinéma. Et je crois que si j'ai voulu faire du cinéma, c'était inconsciemment pour apporter un regard différent, pour apporter un soin différent à ces territoires et à ces gens qui m'entourent. Je crois que je pense que là, c'est en ça où réside mon engagement. Et de façon plus concrète et plus directe, et je pense que ça a trait à la ville de Clichy aussi, c'est vrai que je pense que je suis rentrée en cinéma comme on pourrait rentrer en politique en 2005. En tout cas, c'est vraiment là où où j'ai formulé pour la première fois pour moi à quel point c'était important pour moi venant d'où je venais, de faire du cinéma à cet endroit-là. C'était bien sûr après la mort de Bouna Zied, après les révoltes sociales qui ont eu lieu, et après la folie, l'hystérie, la violence de la manière dont les gens parlaient de nous, parlaient de ce qui s'était passé, ne parlaient pas ou à peine de la mort de Bouna Zied, qui, pour des gens de ma génération, a été un moment très important. Il y a des gens moi, je sais que j'ai discuté avec un cinéaste comme Jean-Pierre Thorne ou des cinéastes qui ont un peu 20 ans de plus que moi, qui m'ont raconté à quel point la mort de Malik Oussekine dans les années 80 a été quelque chose de fondamental dans leur engagement politique et ensuite artistique. Et ben, je pense que les gens de ma génération, même si on même si on ne se le formule pas forcément de façon si consciente, je crois que la mort de Bouna Zied et les révoltes de 2005 ont été un point de bascule et une prise de conscience qu'il fallait qu'on soit raconté différemment. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. On s'entend super bien. Du coup, vous avez commencé à parler de l'affaire Zied et Bouna. Vous, en tant que cinéaste, pour le coup engagé, qu'en pensez-vous de la situation actuelle? Parce que ces thématiques, elles sont plus que jamais d'actualité. Eh ben, en fait, je suis très mitigée. C'est qu'à la fois,
depuis, on va dire, un mois, depuis ces manifestations bouleversantes auxquelles j'ai assisté, notamment la manifestation du 2 juin, où j'ai vu cette jeunesse française déferler comme ça à l'unisson, des jeunes de 20 ans, enfin, qui avaient 20 ans quand j'avais 20, enfin, qui n'étaient même pas nés quand j'avais 20 ans, défiler, marcher dans la rue, braver les interdits pour dire, voilà, en fait, on veut vraiment que le vivre ensemble ne soit plus qu'une idée abstraite et théorique, mais on veut vraiment que ce soit quelque chose de concret. J'avoue que c'est quelque chose que je n'ai pas vécu à 20 ans. Et j'ai l'impression que dans les conversations, même médiatiques, dans les articles que je lis d'ici et là, que même nos ennemis, en fait, même ceux qui nous prenaient pour une bande de séparatistes ou une bande de communautaristes, juste quand on disait que c'était important pour nous d'être racontés de l'intérieur par les nôtres et que être raconté de l'intérieur, eh ben, ça déplaçait complètement le regard. Dire ça il y a 20 ans, ce n'était pas complètement attendu. On était taxés de communautaristes, de séparatistes, etc. Aujourd'hui, je crois que c'est de plus en plus attendu, de plus en plus entendu, en tout cas, c'est de plus en plus discuté. Et j'ai vraiment l'impression que depuis un mois, il y a une conversation nationale qui s'est ouverte. Alors, bien sûr, on entend des trucs complètement dingues aussi parfois, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive, parce qu'il y a une génération qui, contrairement à nous, n'a plus le temps d'attendre et qui peut-être n'acceptera pas ce que nous, on a accepté, ou en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est soulevé et qui ne pourra plus s'éteindre. Donc ça me réjouit et ça me rassure. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas assez vite et que dans des événements personnels, intimes, dans des micro-faits, voilà, il y a quand même toujours cette espèce d'impensé colonial, cette impensé postcolonial, cette impensé raciste qui n'est pas complètement, qui habite encore un certain nombre de gens avec qui j'ai l'impression d'interagir, y compris dans le milieu du cinéma. Enfin, vraiment sans donner des exemples précis, mais il y a ne serait-ce que 2 jours, j'ai été confrontée à une situation où je me suis dit quand même, c'est chaud. En fait, ça prend du temps, ça prendra encore du temps. Et je suis encore heurtée, je suis encore choquée par des remarques, par des réflexions, ou par l'absence de réflexion de certaines personnes, où j'ai l'impression d'être enfermée dans un stéréotype que l'autre projette sur moi plus que dans ce que je suis vraiment. Donc voilà, je suis assez mitigée, c'est-à-dire que autant j'ai eu tout un mois de juin où j'ai été complètement bouleversée, galvanisée par cette jeunesse française que j'ai vue dans la rue, et je me suis dit rien ne sera plus jamais comme avant parce que eux sont là. Et moi, j'ai plus envie de m'adresser aux hommes blancs de 50 ans, mais j'ai envie plutôt de me retourner vers cette jeunesse-là et de me dire qu'en fait, c'est bon, il y a quelque chose qui a été transmis qui ne pourra pas disparaître. Et en même temps, voilà, on interagit quand même encore avec des gens qui ne sont pas complètement déconstruits et on doit faire avec eux. Et des fois, c'est dur, mais on va dire que je suis plutôt optimiste. Vous avez rappelé tout à l'heure que vous avez commencé le cinéma en travaillant notamment sur Clichy-sous-Bois avec le documentaire Clichy pour l'exemple. Donc, on se rend compte que plus de 15 ans après, il y a certaines choses qui ont changé à Clichy, notamment en termes de rénovation urbaine, de désenclavement. Est-ce que vous pensez que Clichy-sous-Bois est toujours l'exemple? Bah, en tout cas, c'est une méta. Enfin, moi, quand je l'ai appelé le film Clichy pour l'exemple, c'est un quartier qui avait valeur de métaphore. J'aurais pu tourner ce film à Chanteloup-Lévin, j'aurais pu le tourner à Aulnay-sous-Bois, j'aurais pu le tourner à Sevran-Bedotte, j'aurais pu le tourner à La Courneuve. Donc, il y avait l'idée d'une ville symbolique voilà, où cette tragédie avait eu lieu, et la suite de cette tragédie, cette espèce de révolte sociale qui ont embrasé toutes les banlieues françaises. Et c'est parti de là, mais ça aurait pu partir d'ailleurs. Et donc, il y avait l'idée d'interroger en fait le rapport à ces territoires, le rapport à ces gens, le rapport aux gens qui y vivent, et de sonder en fait les racines invisibles de ces révoltes sociales, et de confronter en fait les autres, en fait, de confronter la société française de façon plus générale, à poser un regard sur les réalités qui étaient bien trop connues de nous. Moi, j'ai pas grandi à Clichy, j'ai grandi au 3000 à Aulnay, mais pourtant, ce dont je parle dans ce film, c'est une réalité qui m'était malheureusement pas du tout inconnue. Donc oui, les choses avancent et tant mieux, vraiment. Et la preuve de l'existence des ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois, je me souviens de la première fois que Frédéric Mitterrand en a parlé, d'ailleurs, c'était dans le sillage
des révoltes sociales, si je me souviens bien. Je me souviens d'avoir filmé d'ailleurs une, une visite du ministre sur le terrain de l'actuel atelier Médicis. Donc voilà, c'était qu'une idée complètement abstraite, c'était une idée complètement folle dont finalement peu de gens accordaient le moindre crédit. Et je trouve ça hyper émouvant de l'avoir entendu, d'y n'y avoir pas cru et de voir que quand même, malgré tout ça existe, comme cette idée comme l'Arlésienne de cette gare qui était tellement chère à ce magnifique maire Claude Dillain, et de voir que malgré tout, par la force, par la volonté, par l'engagement et de personnes, par le collectif, il y a des choses qui peuvent, des choses qui sont réalistes, qui se concrétisent. Ça, j'avoue que c'est assez réjouissant d'être encore là pour le voir, quoi. Mais tout reste à faire encore. Je pense qu'il reste encore de nombreuses choses à faire et c'est pour ça que c'est hyper important de peser politiquement, en fait, d'être une voix au chapitre. Et je pense qu'être une voix au chapitre, c'est autant dans l'engagement associatif, dans l'engagement politique, que dans la manière de faire des films. Enfin, je pense qu'on n'est pas assez de... Il faut beaucoup de soldats pour une armée et chacun doit être à son poste. Et en fait, quelque part, on doit converger vers la même chose. Que nos vies, que nos récits, que nos territoires soient considérés, soient regardés, soient pensés. Et ça, je pense que c'est un combat sans relâche. Ok. Et vous avez un peu répondu à ma prochaine question, mais je vais la reposer pour le coup en insistant un peu. Vous avez cité plusieurs villes emblématiques, et notamment Clichy-sous-Bois. Du coup, que faire pour que ces villes ne soient plus l'exemple, par exemple, d'ici 2025, puisque voilà, on est dans le cadre des ateliers Médicis et pour réfléchir au futur. Donc, que faire pour que nos villes ne soient plus l'exemple dans le futur? C'est une question qui est trop vaste pour ma petite personne. Donc moi, je peux y répondre qu'à ma place. Mais que faire? On pourrait le poser à des urbanistes, on pourrait le poser à des architectes, on pourrait le poser à des sociologues, on pourrait la poser à des politiques, on pourrait la poser à des gens, des militants associatifs. Mais la poser à des cinéastes, moi, je peux répondre qu'à ma place de cinéaste. Donc si me dites que faire, eh ben, je pense que c'est continuer à faire. C'est continuer à faire des films, c'est poser des caméras, c'est forcer les gens à voir, en fait, parce que je pense que loin des yeux, loin du cœur, et on ne voit, enfin voilà, est aveugle ce qui ne veut pas voir, mais quelque part confronter les gens à la réalité de ces territoires-là, à leur réalité sociale, à leur réalité politique. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est ça qui me semble important à faire pour que ces endroits ne soient pas des territoires oubliés, en fait. C'est qu'on, c'est de capturer, de prendre, en fait, dans le réel de ce que nous vivons, de ce que nous traversons, et d'en faire des formes, donc de construire des formes, de construire des films qui soient comme des messages adressés à ceux qui voudraient ne pas voir, ne pas leur laisser la possibilité de fermer les yeux sur la réalité de ce que nous vivons. Moi, c'est ce que je peux faire à ma place. Après, que faire, voilà, je peux répondre qu'à cette place de cinéaste. Moi, si tu me dis que faire à ta place d'Alice Diop, c'est de continuer à faire ces films-là, et qui n'est pas que moi, mais qui en est des centaines d'autres, faits par d'autres gens, par des plus jeunes, par des gens très différents, des films de fiction, des films expérimentaux, des documentaires, et que tous, on constitue à notre endroit un récit de ces territoires pour les porter à la face des autres, Ouais, dans le but effectivement le plus difficile, c'est de l'apporter à la place des autres. Et là, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est une phrase de Jean-Pierre Zadi, qui est un film qui va sortir très prochainement au cinéma. Et il expliquait que lorsqu'il présentait son film, lorsqu'il cherchait des producteurs, on lui répondait tout simplement que la vie des Noirs n'intéresse personne. Donc, je peux remplacer noir par la banlieue et on se rend compte que c'est archi difficile. Vous êtes quand même une petite minorité aujourd'hui à avoir
avoir cette opportunité. Comment faire pour que, voilà, même le milieu de la culture, du cinéma, soit plus accessible pour les jeunes et les habitants des quartiers? Bah, en fait, c'est pas lui laisser le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus stupide que de dire la vie des Noirs n'intéresse personne. Il n'y a rien de plus raciste que de dire une ineptie pareille. Moi, je pense que la vie des Noirs porte en elle-même l'universel, comme la vie des Blancs, comme la vie des Juifs, comme la vie de tout le monde, en fait. Et on en est la preuve. C'est-à-dire qu'on a grandi, enfin, moi, personnellement, j'ai grandi en m'identifiant à des héros et des héroïnes qui n'avaient pas forcément ma couleur de peau, qui n'avaient pas forcément mon parcours de vie. Et ça m'a profondément bouleversée, ça m'a intéressée, ça m'a fait grandir, ça m'a édifiée. Donc, je suis convaincue que l'inverse est possible. C'est-à-dire que si ça a été possible pour moi, ça le sera possible pour une femme blanche qui puisse voir dans ma propre vie, dans ce que je pourrais raconter de mon expérience intime, quelque chose qui la concerne. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Donc, c'est de ne pas leur laisser le choix, c'est déconstruire la bêtise de quelqu'un qui puisse dire un truc pareil, parce que c'est, je veux dire, on n'est pas responsable de la connerie des autres, mais en tout cas, on peut essayer de la nettoyer, de la déconstruire et de lui prouver que ce qu'il dit est n'importe quoi. C'est aussi servir de modèle, c'est-à-dire que nous, quand j'avais 20 ans et que je voulais faire du cinéma, effectivement, j'avais pas forcément de modèle j'avais pas forcément de modèle de représentation, mais je me suis jamais dit que c'était pas possible. Et en même temps, quand je regardais devant, j'avais peu de locomotives et de gens qui pouvaient me signifier que c'était un horizon souhaitable, acceptable, désirable, mais réel et possible. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire que très souvent, je suis arrêtée dans la rue par des jeunes femmes de 20 ans, des jeunes femmes noires qui ont grandi sans doute dans des quartiers populaires, qui sans doute se reconnaissent à travers mes films en moi et qui voient dans cette femme de 40 ans que je suis quelque chose qui peut être les conforts dans l'idée que c'est possible, tout comme je pense qu'elles peuvent le faire en voyant un film de Latch, ou comme elles le feront en voyant un film je sais pas, de Maïmouna Doucouré aussi, avec qui j'ai partagé le César, tout comme elles peuvent le faire en voyant un film d'Ouda. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux, on fait un cinéma très différent et ça, je trouve que c'est hyper important de le souligner. On n'est pas les mêmes, on ne fait pas les mêmes films, on est nombreux et en fait on a besoin d'être nombreux parce que ces territoires ont besoin d'être racontés par des voix multiples, diverses et variées. Et plus on sera nombreux, plus on sera multiple, plus en fait on pourra approcher cette complexité-là et moins on pourra faire sans nous. Et moins ce sera confortable de faire sans nous. Et ça, voilà, il y a des choses qui bougent et voilà, je pense qu'on monte sur une échelle et en fait on transmet l'échelle aux autres et c'est quelque chose qui me semble se fait naturellement. L'école Courtrajmé, en fait, en est l'exemple. L'ouverture en fait des aides du CNC à la diversité, etc. C'est quelque chose, en tout cas, que je sais qui est aujourd'hui dont les gens ne peuvent plus ignorer. Moi, j'ai été en commission, dans une commission qui s'appelle l'Avance sur recette et qui finance des premiers films de fiction et de documentaires pour des jeunes auteurs. En fait, la question de la diversité des gens à qui on attribuait l'aide était aussi importante que la question de la parité. Et c'était vraiment dans la tête de la plupart des gens qui siégeaient avec moi en commission. Donc même si c'est des fois difficile, même si il y a des exemples de films et ces 10 dernières années enfin, des exemples d'auteurs qui émergent et qui émergent pas pour disparaître, mais qui émergent pour, à mon avis, faire souche enfin, je l'espère, s'incruster bien longtemps dans l'écosystème bien blanc du cinéma français. Enfin, voilà, c'est pas laisser le choix aux gens de nous ignorer, de faire sans nous. Donc, quelque part, j'attends pas de l'autre l'autorisation qui me fasse entrer. En fait, la porte, on l'a défoncée et en fait, on va faire le siège, on va pas partir. Donc, ça, je pense que je suis assez confiante. Même si c'est encore long, ça va être difficile tout n'est pas gagné. Mais en tout cas, on fait le siège, on va pas partir. On partira plus. Merci pour cette réponse qui, pour le coup, Il y a un problème de son, je crois. Euh, du coup, voilà, vos dernières réponses, je pense,
me galvanise personnellement et peut galvaniser d'autres jeunes comme nous. Donc, notre entretien touche à sa fin. Est-ce que vous aurez un message, un dernier mot à rajouter avant de passer la parole au public? Un dernier mot, je suis ravie d'avoir été interviewée par toi, Daoufel. Voilà, je trouve que, tu vois, on parlait de générations qui émergent, ça fait aussi partie de ça, tu vois, d'avoir des gens qui critiquent, avec qui on peut parler de nos travaux, des gens qui nous commandent, des gens qui nous suivent, voilà, qui nous ressemblent, qui appartiennent aussi à cette génération qu'on aspire à voir se lever, à voir prendre la parole, à voir s'exprimer. Donc, voilà, je suis ravie que ce soit toi qui ait mené aujourd'hui cet entretien. Merci. Moi, je remercie les ateliers Médicis de m'avoir laissé cette opportunité et je vais laisser la parole au public parce que je pense qu'il va y avoir un certain nombre de questions pour vous. Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Sébé Koulibaly, j'ai 26 ans. Je suis un peu arrivée en retard, mais sur ce que tu as dit vers la fin, ça m'a beaucoup interpellée. Et du coup, ma question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu penses qu'être une femme, et en plus noire, après je ne sais pas forcément d'où tu viens, mais est-ce que tu penses que le 2 fois plus, c'est normal, ou le 2 fois plus, c'est pour que les futures générations n'aient plus à le faire plus tard? Moi, je pense que 2 fois plus, ce n'est pas normal, mais c'est un fait. En tout cas, ça a été un fait dans mon expérience personnelle, aussi bien quand j'étais étudiante que quand j'ai commencé à faire du cinéma. Le 2 fois plus, tout simplement, il faut être 2 fois plus alerte pour essayer de déjouer en fait les attendus, pour essayer de déjouer là où l'autre veut t'enfermer, là où l'autre te voit et là où il ne te voit pas. Donc il faut 2 fois plus de volonté, 2 fois plus d'intelligence, 2 fois plus d'astuces, 2 fois plus de ruses pour essayer de contourner tous ces, tous ces cadres oppressants, oppressifs. Donc ça, c'est sûr. Mais non, c'est pas normal. Hein. C'est vraiment pas normal. Et je crois, enfin, moi, comme je le disais tout à l'heure, quand je suis allée à cette marche du 2 janvier et que j'ai vu cette jeunesse française, donc ces jeunes femmes de 20 ans, ces jeunes femmes noires, mais dans une espèce de fierté de leur être noire, ce qui n'était pas du tout le cas quand moi j'avais 20 ans, que je sentais complètement ancrée dans une espèce de tranquillité d'être d'ici et d'être comme ça. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai vraiment quitté avec qui marchaient avec des blancs, avec des asiatiques, avec des arabes, des femmes noires comme ça, des hommes, tous français, marchant à l'unisson pour se voir se concrétiser cette idée qui est abstraite dans la plupart de beaucoup de gens, c'est-à-dire cette idée du vivre ensemble, mais qui n'était pas et qui réclamait la justice, qui réclamait de l'égalité, qui réclamait voilà, d'être une composante de cette société-là, en fait. Mais dans cette espèce de puissance, dans cette espèce de radicalité, et en même temps dans cette espèce de confiance que j'avais pas encore une fois à 20 ans, je me suis dit, ah ouais, les choses vont bouger. Je suis persuadée que les choses vont bouger et que quelque part, des voies ouvertes par d'autres, dans lesquelles moi j'ai mis mes pas, ben, il y a d'autres qui mettront leurs pas et tout ça, ça va être une chaîne ininterrompue qui va être difficile d'arrêter parce que la vérité, c'est qu'on est tous français en fait, on est tous d'ici. Donc, enfin, et maintenant, je pense qu'on le dit tranquillement. Moi, on le dit tranquillement. On est d'ici, on va aller nulle part. C'est notre pays, c'est notre vie. On réclame d'être considéré au même titre que tout un chacun, d'avoir notre part du gâteau, de faire partie de cette communauté nationale, d'exister, de lever nos enfants, de mettre nos enfants dans des écoles, dans des bonnes écoles, de leur donner un avenir possible, d'avoir nous-mêmes, enfin, d'espérer quelque chose du futur. Enfin, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose d'une puissance, d'une assurance
qui m'a beaucoup impressionnée, qui m'a rassurée, qui m'a émue. Parce que c'est comme si tous ces combats, toutes ces discussions, tous ces discours, toutes ces choses avalées, vécues, ça n'était pas pour rien, en fait. Et c'est beau de s'en rendre compte. Ouais, je vais juste pas faire le monopole de la parole, mais sur ce que tu dis déjà, je trouve que ouais, on est dans un monde cosmopolite et c'est tellement plus beau quand on est tous mélangés et tous ensemble pour avancer, c'est tellement meilleur. De fait, on Après, l'est, en fait. On ouais. l'a toujours été. Hein. Et après, je On dis, l'est. par exemple, C'est moi eux qui ne j'ai voient pas. 26 ans et c'est vrai que quand je regarde la télé, parfois, j'ai peur de tomber dans le communautarisme. Alors que je sais que mon voisin est blanc, ma belle-sœur est chinoise, je sais que c'est la richesse de la France. Et je trouve que c'est cette limite-là qui est dangereuse. Après, là où je voulais rebondir, c'est que c'est important aussi d'avoir aujourd'hui des figures, j'ai envie de dire, africaines qui transmettent ce genre de message, parce que c'est vrai que c'est ce qui a manqué pendant longtemps. Et c'est ce qui nous permet aussi d'être déterminés à poursuivre nos projets et à avoir la volonté et l'ambition de vouloir aller sur le champ des possibles, là où vraiment personne ne nous attend. Ouais. Mais je rebondis sur ce que tu dis. En fait, c'est des figures. Moi, je parle depuis la France et c'est hyper important qu'une femme noire parle depuis la France. Je parle pas depuis l'Afrique, je parle depuis la France et je parle de la France, je parle au nom de la France. Je parle de ma France, de notre France. Donc, je parle depuis ici, en fait. On est complètement ancré. Enfin, je veux dire, moi, mes parents sont arrivés en France dans les années 60. Moi, je suis née en 79. J'ai un fils qui a 12 ans, enfin, qui est né ici, qui sera, enfin, qui pourra dire de lui, c'est la X génération d'immigrés? Non, il est profondément de là. Enfin, donc, je pense que c'est intéressant de parler à l'endroit de, de ce cosmopolitisme dont tu parlais, mais d'en parler depuis cet ancrage national, en fait. Parce que la France, c'est toi, la France, c'est moi, la France, enfin, on est la France. Excuse-moi, je suis juste l'amie de CB, je m'appelle Nam. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on n'est pas beaucoup à le penser que nous sommes français. On a du mal à l'assumer parfois parce que peut-être un rejet, peut-être une schizophrénie, on a une double culture, on a du mal à se positionner. Donc c'est vrai que je pense qu'on a un travail à faire sur nous-mêmes pour que, je ne dis pas pour que la France puisse nous accepter parce que nous sommes français, mais nous-mêmes l'accepter intrinsèquement parlant pour pouvoir Mais, demander les droits qui nous sont dus en réalité. mais bien sûr. Mais en fait, moi, je pense que c'est pas à nous de faire ce travail, c'est aux autres déjà, parce que nous, on n'a pas à le faire. On est. On n'a pas choisi de naître ici. On est d'ici. On est profondément d'ici. On fait souche. On va faire souche. Donc, c'est pas forcément à nous de faire ce travail. Et on est plein de choses. Quand je te dis que moi, c'est mon identité, elle est pas réductible. Je suis française, mais je suis aussi plein de choses. Je suis aussi sénégalaise, je suis aussi banlieusarde, je suis aussi aulnaisienne. Enfin, je suis une femme. Je suis musulmane, je suis athée, je suis pas, tellement de choses que je suis un millefeuille de plein de choses. Mes identités, en fait, je les définis, enfin, je les définis même pas, mais en tout cas, je les revendique au gré de mes interlocuteurs, au gré des moments, et ça peut changer. Tu vois, ça change parce que je suis faite, on est tous faits, et c'est ça notre grande force, notre richesse, c'est d'être fait de tout ça. Mais c'est aussi la richesse de la France contemporaine. Et le problème de beaucoup de gens encore aujourd'hui en France, c'est qu'ils n'ont pas encore fait tout à fait on va dire, ce update là, cette mise à jour de logiciel national, et de se rendre compte que la France de 2020, elle ressemble en rien à la France des années 50, et que c'est tout à son honneur, c'est tout à sa fierté, c'est tout à sa beauté d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais encore faut-il que les gens la regardent en face, en fait. En tout cas, nous, on la regarde en face parce que nous, on est à un endroit où on peut que la regarder en face et on peut la voir dans la diversité de son réel, en fait. Donc, c'est pas à nous de faire ce travail. Je pense que c'est aux autres, ceux qui veulent pas voir. Je rebondis hein, parce que on va rentrer dans un débat là parce que je pense que c'est une réciprocité dans le sens où nous, on a grandi dans la culture de nos parents, on a grandi aussi avec l'éducationnel français. Ça veut dire qu'en réalité, parfois, sur le chemin de notre... comment je pourrais dire ça tout simplement en grandissant, on pouvait se perdre. On pouvait se perdre parce qu'on voulait chercher une appartenance. Donc l'appartenance, ça peut amener au communautarisme, dans le sens où ben, je me sens plus, par exemple, ivoirienne que française. Je sais que
à un moment donné de notre vie, quand on grandit, on fait face à ce... Comment je pourrais dire ça? On fait face à cette interrogation. Je ne sais pas Mm. si tu vois ce que je veux dire. Je me permets de te tutoyer, hein. Oui, tu peux, tu peux. Ok. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'on rentre dans limite une schizophrénie. C'est, je sais plus. La France, elle me renvoie à mes origines. Quand je vais chez moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, on me renvoie à la France. C'est qu'on est un peu perdu. Donc, C'est je vrai. pense que ce travail, on C'est doit le vrai, faire aussi ouais, nous-mêmes. c'est vrai. Moi, je peux juste te dire du haut de mes 40 ans, c'est que ça passe et que tout ça se... Et tu vas faire le point. Moi c'est vrai que ce que tu me dis, je l'ai traversé, je l'ai vécu, je l'ai pensé, je l'ai interrogé quand j'avais 20 ans. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait de l'histoire africaine à la fac, que j'ai étudié la négritude, parce que j'avais besoin et d'avoir des modèles de représentation désirables. Parce qu'en fait, être noir dans la France des années 90, même un peu plus, enfin, au début des années 2000, c'était pas si désirable que ça. C'était pas des modèles. Tu vois, autant il y avait des modèles désirables et excitants qui nous venaient des États-Unis, mais en France, il y en avait très peu. Donc, moi, je me suis retournée en fait vers les origines en fait de cette espèce de fierté d'être noir. Et c'est des auteurs de la négritude, des Césaire, Senghor. Enfin, c'est eux qui m'ont enseigné, qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis de trouver des modèles d'identification. Mais après, chacun chacun va trouver ses modèles à soi, chacun va faire sa propre route. Mais c'est vrai que j'ai vécu ce que tu dis, et aujourd'hui, je ne le vis plus du tout, parce que ça s'est complètement assaini, ça s'est complètement tranquillisé, on va dire, et j'accepte d'être fait de tout ça. Et je ne choisis plus, je suis plus perdue. Je fais juste, en fait, je suis une couche multiple fait de tous ces aspects, du Sénégal, y compris quand je suis au Sénégal, enfin, tu vois, c'est pareil, la Toubab, je parle pas un mot de Wolof, mais je suis fait de ça. Oui, je suis une Sénégalaise qui parle pas un mot de Wolof, telle est mon histoire, telle l'histoire de mes parents, telle l'histoire de l'immigration. Donc, et j'ai complètement fait le point. Donc, tout ce que je peux te dire du haut de mes expériences, c'est que tu le feras sans doute, que c'est un passage obligé, mais que tout ça, ça pèse un moment. Et ça va s'apaiser de plus en plus, je pense. Excuse-moi, je monopolise, hein, mais c'est vrai que c'est un passage obligatoire, mais moi, je veux pas ce passage-là, par exemple, pour ma petite sœur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, du coup? Pas, est-ce qu'elle soit obligée, nos petits frères ou nos petites sœurs, hein, qu'elle soit obligée à passer ce cap-là, en fait? Parce que normalement, une Mais je sais autre... pas si c'est pas un cap qui est si douloureux. Enfin, c'est pas qu'il est douloureux, mais c'est il est chiant un peu. Non, c'est vrai. je sais pas. Moi, oui, enfin, c'est comme s'il fallait faire un choix. Moi, peut-être que ta petite sœur, elle comprendra que elle n'a pas à faire un choix. Elle a à tout prendre. Et c'est peut-être tu vois, si toi tu le vis comme un choix et comme une culpabilité d'être tiraillée entre deux trucs, oui, c'est douloureux. Mais si ta petite sœur, en fait, donne par notre expérience, par le récit de notre expérience, par nos propres vies, par les films qu'on va faire, par les livres qu'on va écrire, par les récits que les sociologues feront, j'en sais rien, elle peut comprendre plus vite que toi, plus vite que je l'ai compris, qu'elle n'a pas à faire de choix et qu'elle a le droit d'être tout ça, et ben, c'est ce que je lui souhaite, tu vois. C'est ce qu'on souhaite. Et peut-être que nous, si on avait eu des modèles, si on avait eu des livres, si on avait, tu vois, si on avait eu une Maya Angelou, mais, mais franco-française, tu vois, afro-française, afro-européenne, peut-être que si on avait lu, peut-être que si j'avais lu Le Triangle et l'Hexagone de Maboula Soumaoro quand j'avais 20 ans, et ben, je me serais dit, bah, j'ai le droit d'être tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est que peut-être que ta sœur, elle lira le triangle hexagone de Maboula Soumaoro et qu'elle aura en fait trouvé directement dans la bibliothèque de sa mère, de sa sœur ou de ses copines quelque chose qu'on a mis des décennies à trouver, qu'on a trouvé en nous. Et quand on l'a lu dans le livre de Maboula Soumaoro, qui est notre ami, on s'est dit, mais en fait, ce que toi tu dis, je l'ai traversé, je l'ai vécu, donc je n'étais donc pas tout seul. Et ben peut-être que ta sœur, elle le trouvera dans ta bibliothèque à toi et qu'elle n'aura pas à le chercher. Et que du coup, ça l'apaisera plus vite que toi, tu me sembles l'être et que moi, j'ai mis du temps à l'être. Ok, merci pour ta réponse. Bah, avant qu'il y ait d'autres questions, je tiens juste à dire un mot sur les deux filles qui viennent de monopoliser la parole.
Bah, du coup, elles sont footballeuses, elles viennent de la banlieue, elles ont leur association, elles sont même en train de travailler sur une application pour permettre aux jeunes filles de pouvoir jouer au foot ensemble, peu importe l'endroit où est-ce qu'elles se trouvent. Donc, Non, mais je suis un ah peu bah, déjà, elles leur font déjà le travail. publicité. C'est jouons comme elles pour l'association et Lady Squad pour l'application. Voilà. Génial, super. Bonjour. Alors déjà merci pour votre intervention. Et j'avais juste quelque chose à dire parce que moi aussi je suis de banlieue. Bon, je suis pas de Clichy-sous-Bois, mais je suis de Villepinte, à côté d'Aulnay justement. Et il y a un truc par rapport à ce que vous avez dit, comme quoi le combat, c'est pas d'aller convaincre les autres que nous aussi on est des Français comme tout le monde. Je pense que notre combat, c'est surtout auprès des jeunes de chez nous qu'on doit le mener, nous. Dans le sens où si on a réussi à percer ou à réussir dans un domaine, eh ben, c'est à nous justement d'aller voir les jeunes des quartiers où on a grandi pour leur dire voilà, ça c'est possible, on peut faire ça, et de les motiver en fait dans ce sens-là. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur à ce niveau-là. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que certaines personnes qui réussissent, elles quittent les banlieues et les quartiers et ne reviennent plus là-bas en fait. Elles disparaissent et je trouve ça dommage pour les banlieues. Et moi, Mais je pense qu'elles ont autant le droit de disparaître que le contraire. C'est-à-dire que je pense que la charge, c'est pas quelque chose d'individuel. Hein. C'est pas que quelque chose d'individuel. C'est-à-dire que ça peut pas être. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les discours comme ça, tu vois, qui tendraient à dire que la responsabilité de la réussite incombe aux individus. En fait, c'est un projet politique, tu vois. C'est dans quelle école tu vas, quelle chance tu as. Enfin, je veux dire, on n'a pas envie de. Enfin, tu vois, c'est parce qu'on nous on a réussi qu'on devrait aller dire aux gens, regardez, c'est possible. On devrait avoir une dette vis-à-vis des gens qui eux dans. Je pense que enfin moi en tout cas, je pense que c'est un projet plus. On peut tout, c'est-à-dire que tu peux très bien vivre, d'avoir grandi en banlieue, avoir fait fortune en banlieue, avoir devenu célèbre par X ou raison, d'avoir monté une boîte et n'avoir rien à devoir au territoire où on vient. On n'a rien à devoir, c'est pas une dette en fait. On fait ce qu'on veut. Mais la question, enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est que comment politiquement on donne la chance au plus grand nombre, en fait, à ne pas finir dans un cul-de-sac. Et ça, c'est une question politique. C'est pas la question des banlieues, c'est pas la question des banlieusards. Ça ne doit pas reposer sur des gens qui auraient réussi ou pas. C'est un projet politique de société. C'est dans quelle société j'ai envie de vivre. Est-ce que je veux vivre dans une société où je laisse des gens se débrouiller tout seuls? Est-ce que je vis dans une société où je veux mettre des moyens financiers dans la résorbation d'inégalités sociales structurelles? Est-ce que c'est mon projet politique ou pas? Ou est-ce que je me dis, bah, quand on veut, on peut, c'est de la doctrine libérale. Moi, tu vois, le self-made man, et en fait, s'il a réussi, c'est parce que c'est la volonté, etc. Je n'y crois pas du tout. Moi, je pense que c'est un projet. Enfin, moi, je me bats plus pour me dire que c'est un projet politique et des gens qui vivent en banlieue, qui ont grandi en banlieue, qui ont réussi, ils font ce qu'ils veulent. oui, bien sûr, ça c'est Il n'y a sûr. pas Et s'ils d'obligation, il n'y veulent a même pas aller de à dette, il n'y a l'étranger, pas c'est tant de, mieux pour eux et tout. il y a pas d'assignation en fait à. Et justement, en tout cas, moi, si je dis ça, parce que on a essayé avec des amis de monter une association chez nous pour essayer de motiver les jeunes et tout, parce que très souvent, certains ont des rêves et parfois ils ne les assument pas en fait, et ils n'osent pas justement aller au bout de ces rêves-là, et on trouve ça un peu dommage, quoi. Oui, non, mais Après, ça c'est sûr. Mais après, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui fait justement, qu'ils c'est tout un n'assument pas ces système. rêves-là, qu'est-ce C'est qu'ils ont quoi? rencontré dans leur vie pour ne pas assumer de. Donc, tu vois, tellement un problème multifactoriel qui se niche à beaucoup d'endroits qu'il n'y a pas une Exactement. réponse, une solution en fait. Et comme vous avez dit, c'est très juste. On a remarqué qu'en fait, c'est tout le système politique, on va dire, qui fait en sorte d'écarter un peu les gens de banlieue. Donc, c'est vrai, c'est pas le combat de quelques individus qui vont faire changer la donne. Ça, Mm. enfin, c'est très bien hein, d'avoir des modèles de représentation, Mais si, voilà. mais ça ne fait pas tout. Mm. S'il n'y a pas derrière, en fait, des politiques publiques
volontariste et concrète, en fait. Moi, je vais rebondir un peu sur sa question parce que je trouve qu'elle est plus que pertinente dans le sens où très souvent, ce qu'on observe dans les quartiers, c'est que ceux qui ont réussi bah, ne sont plus là. Par contre, ceux qui ne font rien, ils sont toujours là dans le hall. Je caricature un peu. Mais du coup, à chaque fois qu'il y a des médias, à chaque fois qu'on va parler des quartiers, bah, on va oublier par exemple les 90 qui ont réussi, qui ont quitté le quartier, et on va garder les 10 autres qui n'ont pas pu s'en sortir. Et du coup, ce sont ces 10 qui vont représenter nos quartiers dans l'imaginaire des autres personnes. Donc, vraiment, j'aimerais aller dans le fond un peu sur cette question. D'autant plus qu'on on remarque aujourd'hui que voilà, nos territoires les plus proches de Paris, ils sont pris d'assaut par les bobos. Donc, je parle par exemple de Saint-Ouen, d'Aubervilliers, de Pantin, etc. Mm. Non, mais moi, je pense que plus il y aura de gens qui nous ressemblent et qui connaissent de près, encore une fois, ces réalités-là, dans les médias, dans les rédactions, dans les journaux, dans la presse écrite, et moins ce dont tu parles sera un réflexe évident, tu vois. Je pense que et en même temps, plus, bah, comment on fait pour qu'il n'y en ait plus? Et ben, tu vois, tu mets en place effectivement une politique dans l'éducation nationale qui est beaucoup plus volontariste, tu mets beaucoup plus de moyens, là où il y a plus de difficultés sociales, dans des endroits qui concentrent le plus de difficultés sociales, tu fais en sorte de proposer, d'offrir des parcours de réussite scolaire à plus de gens. Enfin, tu vois, c'est des choses qui se mesurent concrètement et qui, encore une fois, dépendent de politiques volontaires, concrètes et réelles. Tu vois, tu permets d'avoir des gens, des modèles de représentation qui puissent imaginer que le fait de devenir journaliste, de faire une école de journaliste, c'est non seulement enviable, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je pense que, en fait, j'ai l'impression qu'on parle de la même chose. On parle de la même chose. Je pense qu'il y a une nécessité de changer les représentations. Et pour changer les représentations, il faut que des gens qui soient issus de ces quartiers, des gens qui le connaissent en fait de près par leur réalité empirique, puissent en fait accéder à des postes de responsabilité, puissent accéder à des postes de journalistes, de cinéastes, et puissent contribuer en fait à transformer le regard, les récits, etc. Ok. Donc, merci d'avoir répondu à nos questions. Je me Merci tourne à vous. au niveau du public pour savoir si il y aurait une dernière. J'en étais sûr. Il y a toujours des questions. Et puis voilà. Donc on va laisser la question et on fera la conclusion un peu plus tard. Ok. Bonsoir, je m'appelle Aminata Koulibaly, j'ai 28 ans, je viens de la ville de Clichy-sous-Bois. Concernant le fait que plein de personnes de banlieue s'empêchent d'avancer et de réaliser des projets, moi je pense aux pensées limitantes et parfois au syndrome de l'imposteur. Je me demandais en fait, vous, au vu de votre parcours édifiant, puisque vous étiez arrivé finalement, vous êtes une figure qu'on peut regarder, admirer, et, peut-être voilà, viser. Comment est-ce que vous avez dépassé ces peurs, ces pensées limitantes? Parce que même si on a des rêves, même si on sait de quoi on est capable, finalement, quelque part, on est quand même conscient de ce qu'on représente dans certains milieux où des personnes qui nous ressemblent ne sont pas très présentes ou acceptées, ou voilà. Comment est-ce que vous avez fait, vous, pour dépasser ces pensées limitantes? Est-ce que vous en souffrez toujours peut-être de ce syndrome de l'imposteur? Et comment vous avez fait pour le dépasser, tout simplement? 15 ans d'analyse.
fortement de payer que j'aurais pu m'acheter si j'avais pas mis tout cet argent chez un psychanalyste. Vraiment. Ça a été un vrai travail de déconstruction psychanalytique, même si c'était pas que de mon fait. En tout cas, j'ai mis 15 ans à comprendre que c'était pas mon problème en fait, et assumer ça. Mais ça a été, effectivement, ça a été. Et je souhaite à la petite sœur de la footballeuse de tout à l'heure de ne pas payer, de garder son argent pour s'acheter un appartement et de ne pas le foutre chez un psychanalyste 2 fois par semaine pendant 15 ans pour régler ce syndrome de l'imposteur on est nombreuses à ressentir et avoir ressenti. Et moi, bien sûr que je l'ai ressenti de nombreuses années. Et, euh, et vraiment, je pense que c'est un travail carrément thérapeutique pour me délester d'un problème qui ne m'appartenait pas complètement. Et maintenant, je dis, ah tiens, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est plus mon problème. Et j'espère que celles qui viendront derrière moi n'auront pas à traverser ce chemin, qu'il y a quelque chose dans nos accomplissements, dans nos discussions. Parce que je pense que c'est même pas une question de... Parce que qu'est-ce que ça veut dire de réussir? Enfin, je veux dire, c'est très aléatoire, ça veut rien dire en fait. Moi, j'estime pas que j'ai réussi, j'estime que je fais un parcours et je le fais parce que j'ai essayé de travailler sur moi, parce que j'ai rencontré des gens qui ont été extrêmement importantes dans mon parcours, je parlais tout à l'heure de Maboula Soumoro, mais je pourrais aussi citer Rokhaya Diallo, que j'ai rencontré, qui est vraiment une amie proche, que j'ai rencontrée il y a 10 ans. Les centaines de milliers d'heures de discussions au téléphone avec Rokhaya Diallo sur ces questions-là, qui sont des questions intimes. C'est même pas des questions politiques, c'est pas des questions, mais vraiment autour de ce qu'on traversait chacune dans nos métiers, dans nos mondes, dans nos vies, dans nos interactions professionnelles respectives. Si j'avais pas rencontré ces femmes qui me rassuraient, qui me confortaient, qui me câlinaient, qui me disaient mais non, c'est pas ton problème, c'est pas toi qui es folle, c'est pas toi qui es parano. Et moi qui faisais la même chose avec elle, ce truc de soin, en fait, ce truc de care, ce truc de sœur finalement. Ben, si j'avais pas rencontré ça, eh ben, je pense que je ne serais pas celle que je suis. Et en fait, on le chuchotait à demi-mot il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on s'en parlait comme ça en petits groupes, dans des groupes de discussion, et en fait, on se motivait ensemble. Maintenant, c'est une conversation qui est publique, c'est une conversation avec qui et en fait, moi, je vois les jeunes filles de 20 ans, elles ne chuchotent plus, elles hurlent, elles hurlent. Donc, je me dis, peut-être qu'elles ne feront pas 15 ans d'analyse. En fait, je leur souhaite de trouver plus rapidement qu'on l'a trouvé des moyens de se rendre compte qu'elles ne sont pas des imposteurs et que son syndrome de l'imposteur, c'est hérité des gens qui ne veulent pas nous laisser la place qui nous est due, tout simplement. Donc voilà, se débarrasser en fait de ces choses. Mais c'est aussi les films. Moi, je me souviens que quand j'ai fait La mort de Danton, finalement, qui ne parle que de ça, d'un jeune comédien que j'ai filmé pendant 3 ans dans son apprentissage de métier de comédien et se recroqueviller sur lui tellement, en fait, la charge, la violence que les gens du cours, que ses profs mettaient sur le dos sans se rendre compte, avec toute la bienveillance et la bien-pensance dont ils pensaient être habités, alors qu'en fait, ils étaient absolument terribles avec lui. Et ben, moi, je me souviens très bien que c'est la première fois, ce film-là, en filmant Steve, que j'ai mis en fait, c'est comme un autoportrait psychanalytique qui m'a permis, en fait, de guérir et de soigner des choses que j'avais vécues pendant longtemps. Donc, je dis la psychanalyse, mais c'est aussi faire des films, c'est aussi expulser ça, c'est aussi trouver le moyen d'en faire, de le mettre en boîte, de le mettre à distance, de le sortir de soi, d'en faire des films, d'en faire des formes, d'en faire des objets partageables par d'autres, discutables par d'autres, et de le faire sortir de soi, de ne pas en faire un cancer, mais d'en faire un film, de ne pas devenir fou, parce qu'il y a plein de gens qui sont devenus fous. Enfin, moi, des gens qui ont 15 ans, 20 ans de plus que nous, si on le chuchotait, eux, ils n'ont tellement pas chuchoté qu'ils sont devenus schizophrènes ou fous, et ça, on en connaît nombreux qui ont intériorisé la charge de la violence contre eux et qui n'en sont pas sortis. Ça aussi, ça existe. Donc voilà, c'est de le déposer, c'est de le discuter, et c'est vraiment se dire ce n'est pas nous, quoi. Pas nous le problème, c'est pas. Donc voilà, chacun trouvera ses outils, mais aujourd'hui, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a des formes produites qui permettent d'aller plus vite. Et des fois, on fait des rencontres avec un livre, on fait des rencontres avec une personne, on fait une rencontre avec un film qui nous édifie, qui nous clarifie,
qui nous permet de nous positionner, qui nous permet de transformer notre vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant, quoi. Enfin, vraiment, ouais, je pense que, voilà, moi, en tout cas, je vous souhaite d'aller plus vite, quoi. Et de vous débarrasser plus vite de toutes ces choses qui encombrent. Et de faire la paix avec ça. Et de se dire, c'est le problème de l'autre. C'est aux autres de bouger, c'est pas à nous, en fait. C'est eux qui bougent, c'est eux qui sont en panique, en fait. Je sais pas si tu vois, depuis un mois, tout ce qui se passe, enfin, je vis dans le monde où il y a une espèce de panique, le lexique antiraciste, qu'est-ce que c'est que d'être racisé, enfin, hier, il y a un ami qui m'envoie un message, un mec de 40 ans, dont la copine l'a insulté de négrophile. Mais qu'est-ce que c'est qu'un négrophile? Mais attends, pourquoi elle m'a insulté de colon? Enfin, il voulait que je lui fasse l'analyse de sa relation de couple avec cette copine. Enfin, et j'ai trouvé ça génial. C'est une gamine de 25 piges, cette femme qui lui a dit ça. Et je me dis, bah voilà, elles n'ont pas le temps. Nous, on aurait fermé notre bouche, on n'aurait rien dit, on aurait pris sur nous la violence la charge de la violence de tout ce qu'il lui a fait. Et lui, il ne voyait pas le problème. Elle l'a jeté. Elle lui a dit, moi, j'ai pas envie d'être avec un colon négrophile. Le mec, il a 40 ans, elle en a 25, et elle lui a dit, bye bye. Et j'ai dit, c'est génial. C'est génial. Moi, il y a 25 ans, j'aurais même pas compris que c'est ça qui est en train de m'arriver. Mais elle a trouvé des outils, des concepts théoriques, analytiques. Elle a vu des films, elle a discuté avec des gens et on lui a dit hey, ce que ton gars te fait là, c'est mort. Et elle est partie. Tu vois, je te donne cet exemple concret pour te dire que j'ai l'impression que les choses elles vont aller plus vite. D'accord. Oui, bah justement, en fait, c'est grâce à votre travail, vu que chacun. Pas que. Moi, c'est pas que. C'est mon travail, mais mon travail, c'est minime par rapport à tout ce qui se fait, tout ce qui se discute, tout ce qui s'invente. Non, j'allais dire, en fait, c'est grâce au travail de chacune des personnes qui vont exceller dans leur propre domaine. Par exemple, vous allez produire des films, vous allez faire des films, vous allez réaliser des films. Nous, en tant que personne, moi, je sais que j'ai des amis qui vont voir vos films et qui sont très, justement, informés sur toutes ces questions-là, raciales. Et pareil, pour Rokhaya Diallo, avec son livre Ne reste pas à sa place, ce sont des outils, en fait, qui nous permettent, nous, de dépasser ces peurs, ces pensées limitantes, ce syndrome de l'imposteur, voilà. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Et le livre de Rokhaya Diallo est aussi important que le bouquin de Maboula Soumaoro, Le Triangle de l'Hexagone, que effectivement, moi, quand j'ai vu Bintou Dembélé sur la scène de l'Opéra de Paris, j'étais en larmes. Mais vraiment, ça a été un moment magnifique dans ma vie, de l'accompagner, de la voir à cette place, mais vivre cette standing ovation de l'Opéra de Paris tout entier, enfin, c'est des moments, mais moi, ça m'a fait grandir. Ça a changé ma vie. Enfin, je veux dire, ça me donne encore plus envie de faire des films. Ça altère ce syndrome de l'imposture quand je vois que ça a été possible pour elle d'être à cette place-là. Donc, je pense que c'est vraiment le travail de tout le monde, en fait. Mais moi, en tout cas, ce qui me fait du bien, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est un ordre des choses qu'on ne pourra plus nous retirer. Ça, c'est sûr. Et on ne demande plus l'autorisation d'en être. On y est, on y va, on y sera. Et vous y allez à notre suite et on fera tout pour que vous preniez la suite. C'est quelque chose. Il y a une espèce de confiance là-dessus, quoi. Que les portes, elles vont pas se fermer derrière. Qu'on va pas être la caution ah tiens, parce que je suis acceptée, il faut que je me fasse petit pour pas qu'on ferme la porte derrière moi. Il y en a qui pensent encore comme ça, hein. Mais tous ceux qui pensent comme ça, c'est les hommes du passé. C'est les gens du passé qui n'ont rien compris, en fait. Exactement. On ne demande plus l'autorisation. On est là, on prend notre part. Merci beaucoup en tout cas pour votre travail, il est très inspirant, vraiment. Merci beaucoup. Bon, bah merci à vous. Vous m'avez passé, je suis arrivée dans l'entretien, j'avais envie de tuer quelqu'un qui m'a cassé mon vélo. Vous m'avez passé la colère après cet épisode terrible. Enfin bref. Donc merci beaucoup. Ça m'a fait du bien de vous parler aussi. Donc, merci à vous de nous avoir accordé un peu de votre précieux temps et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et pour le coup, je tiens juste à préciser que toutes les personnes qui ont posé les questions derrière, ce sont des personnes qui ont défoncé les portes, comme vous l'avez dit, puisque Aminata, elle est diplômée de Sciences Po Paris. Ah, bah, magnifique, voilà. Bravo, Donc, bravo. Voilà, à le préciser.
Donc, sur ces mots. Rien que ça. Moi, par exemple, juste pour lui parler de ce syndrome de l'imposture et que vraiment, c'est hyper important qu'elle s'en dégage. Moi, je me suis rendu compte que j'ai fait mes études à la Sorbonne. J'ai fait des études d'histoire et d'anthropologie, etc. Et je n'ai jamais voulu me confronter à la sanction du concours par justement cette peur de l'imposture. Alors toi, le fait, tu vois, j'ai voulu passer la grecque, en fait, je me suis rendu compte que j'ai manœuvré pour ne pas me confronter en fait à cette violence parce que le concours, c'est aussi, c'est vraiment tout l'habitus, toute la culture légitime. Enfin, je me sentais tellement pas capable. J'ai pas passé le concours de la Fémis, comme j'ai pas passé la grecque, comme j'ai pas passé le CAPES, alors que je suis persuadée que j'aurais eu tout à fait l'opportunité, les compétences de le faire. Donc, que tu l'aies fait, ça prouve que, tu vois, que tu passeras pas ces 15 ans que j'ai passé couché sur un divan, quoi. Bah justement, moi je me suis confrontée au concours de l'ENA parce qu'il fallait le passer, parce que je me suis forcée à le passer. Et en fait, pendant tout ce cheminement, c'était mon mental qui parlait et qui, en fait, parce qu'on vous fait comprendre aussi que vous n'avez pas votre place, parce qu'on vous dit que parce qu'il y a un noir dans la promotion de l'ENA ces 2 dernières années, et bien en fait il y a un vent de diversité qui souffle sur l'ENA. Et du coup tout le monde vous regarde en mode ah non, il ne faut absolument pas que cette personne passe devant moi. Je vais éviter de travailler avec cette personne-là qui prendra peut-être notre place, ma place, comme s'il y avait des places qui étaient assignées, voilà. Et en fait, c'est marrant ce que vous dites par rapport à la psychanalyse, machin. Moi, je suis allée voir un sophrologue pour, euh, pour essayer de faire face à tout ça, à la psychologie aussi. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais finalement, quand on est dans ce genre de milieu et où on a une certaine ambition aussi, c'est une réalité, c'est pas juste une blague. Donc, oui, je me suis Mais tu confrontée as à tout passé ça. le concours de Sciences Po et tu l'as eu. Oui, c'est vrai. Donc voilà, moi, je ne l'ai même pas passé à 20 ans. Alors que les 3 quarts de mes potes en licence passaient le concours de Sciences Po. Hmm. Moi, comme par hasard, j'ai fait tac, tac, tac. Non, je n'ai pas passé le concours de Sciences Po. Après, c'était pas ça qui était destiné pour moi, hein, mais si j'avais vraiment, enfin, j'aurais pu passer le concours de Sciences Po comme j'aurais pu passer la règle. Hmm. Je Et comprends. j'espère que, tu vois, enfin, je suis très heureuse de savoir que tu es passé, que tu es à Sciences Po et que, tu vois, celles qui viennent derrière ne se poseront pas la question de savoir s'il faut qu'ils passent la grève ou l'ENA ou Sciences Po. Et on a Exactement. besoin de vous. On a besoin des gens qui font du cinéma, mais on a besoin des gens qui passent Sciences Po, l'ENA et qui intègrent l'appareil d'État le plus sclérosé, quoi, pour faire bouger les choses de l'intérieur. Hmm. Donc, je suis ravie que tu sois à Sciences Po. Vraiment. Merci. Merci. Bravo. Bravo à tous et à toutes. Bah, merci. Merci. Tout le monde. Merci beaucoup. Il n'y a plus de son, mais Non, c'était les applaudissements, donc ça a un peu d'accord, d'accord. Il y a brouillé, plus je de son. pense. Et donc, merci une énième fois. Et cette fois-ci, c'est vraiment le mot de la fin, parce que D'accord. je crois que le public, voilà, ils ont encore plein d'autres questions, mais on va pas vous retenir plus longtemps. Donc, merci à vous. Pas Et de quoi. pour le public, on se dit à demain et on aura la chance d'accueillir l'architecte de la nouvelle gare de Clichy-Montfermeil. Voilà. Donc à demain et à très bientôt, Alice. Merci, bonne continuation. Au revoir.